À la une ce soir, des étudiants menacés suite à leur mobilisation au campus de Schœlcher. Ils ont reçu des messages intimidants sur leur téléphone portable. Une plainte a été déposée. À la une également, l'alternance, le mode de formation est plébiscité par les étudiants et les entreprises martiniquaises. Des progrès restent à faire, vous le verrez dans un instant. Aurélie née là, dans la peau d'un carreleur. La conseillère exécutive a participé à l'opération lancée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, une opération qui a débuté en début de semaine. Et puis l'engagement du Collège d'Ilan 2 pour lutter contre les préjugés sur les handicaps. Un concert doit être organisé, objectif récolter des fonds pour venir en aide à un élève atteint de myopathie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Malgré les menaces, ils ont maintenu leur mouvement. Les étudiants du campus de Schœlcher ont bloqué l'accès au site de l'université pour la deuxième journée consécutive. Ils protestent contre le retour de 3 enseignants mis en examen dans l'affaire du Céregmia. En dépit des poursuites pour détournement de fonds, la justice a autorisé leur reprise des cours. Une décision qui ne passe pas chez les étudiants. Marie Tricot, Michelet François. J'espère que tu ne dormiras pas chez toi. Comment? J'espère que tu ne dormiras pas chez toi. J'espérais que je ne dormirais pas chez moi. Pourquoi? Mais écoute, tu verras. Tu verras. Tu t'embarques dans une opération. Tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Ben oui, je manifeste car nous sommes étudiants et nous avons le droit de manifester. 5h du matin, je te donne rendez-vous. Il y aura 2 oreilles arrachées. J'aurai les 2 oreilles arrachées, d'accord, très bien. Ok, à 5h. Vous allez arracher les oreilles de tous les étudiants? Des appels de menaces comme celui-ci, plusieurs étudiants en auraient reçu depuis le début de leur mobilisation. Leurs parents ont tenu à être présents sur le campus aujourd'hui. Sur un autre appel qui lui disait « Je vais venir te couper les oreilles, je vais te faire une opération, je vais t'éventrer et je vais te finir chez toi. Et de toute façon, je te donne rendez-vous à 5h du matin et tu vas voir. » Alors moi, la question que je me pose, est-ce qu'on peut raisonnablement, mais je dis raisonnablement, en Martinique, menacer de torture et de mort un jeune étudiant? Les étudiants destinataires de ces appels anonymes ont porté plainte. Ils refusent de céder au chantage et de lever les barrages. Seuls les pensionnaires résidant sur le campus sont autorisés à passer. Un filtrage qui a pour but premier d'empêcher l'accès aux 3 enseignants mis en cause dans l'affaire du Céregmia. Les étudiants se défendent pour autant de réduire leur action à une chasse à l'homme. L'université a déjà remboursé 6 millions et le président ne se positionne pas pour justement mettre en avant des moyens pour justement récupérer cet argent ou nous permettre d'avoir la possibilité de rénover nos salles, avoir des choses pour avancer. On ne peut pas accepter qu'ils reviennent puisque ce sont des enseignants, ils vont faire cours à des étudiants. Donc quel impact ça aura sur les diplômes, quel impact ça aura sur nous au niveau des entreprises, on n'aura pas de crédibilité. En l'état actuel, nous ne comprenons pas les motivations du président de l'Université des Antilles. Nous attendons de nos élus, de nos parlementaires, qu'ils agissent pour faire en sorte qu'une série d'actions soit entreprise pour permettre légitimement aux étudiants de disposer de l'ensemble des éléments pour leur permettre de prendre des décisions pour leur avenir. Il faut que l'Université des Antilles, pôle Martinique comme pôle Guadeloupe, puisse avoir son vrai rythme de croisière, avoir de vrais projets, de vrais budgets. Si les 3 enseignants du Céregmia ont été autorisés à reprendre leur activité après la levée partielle de leur contrôle judiciaire, ils restent mis en examen. Leur date de retour sur le campus est pour l'heure inconnue. Les 3 hommes devront se présenter à une nouvelle audience en appel le 9 avril prochain. Également dans l'actualité de ce vendredi, cet attentat meurtrier à Trèbes et à Carcassonne, dans le sud de la France. Un homme se disant membre de Daesh a tué 3 personnes et blessé 16 autres. Il a été abattu par les forces de l'ordre à l'issue d'une prise d'otage dans un supermarché. Sa concubine est en garde à vue. Le parquet antiterroriste de Paris a ouvert une enquête pour assassinat. Retour en Martinique avec cette question, quelle place pour l'alternance dans le paysage des formations martiniquais? Selon différents acteurs, l'alternance est plébiscitée par les étudiants. Reste à franchir une étape, trouver une entreprise d'accueil, ce qui n'est pas toujours si simple. Voyez le reportage de Loïc Régis.
Jennifer a quitté l'école sans décrocher un diplôme. Après avoir passé quelques années à chercher sa voie, elle s'est finalement inscrite dans une formation en alternance via la CCIM. Son seul but, intégrer rapidement le marché du travail. On allie vraiment pratique et théorie. Contrairement à des gens qui sortent de l'initiale, généralement quand on arrive devant un employeur, il demande « oui, mais où est votre expérience professionnelle ?» Et là, on a les deux. On a vraiment l'initiale, la partie théorique et la partie professionnelle où on acquiert de l'expérience et de la confiance en soi et de la maturité. Ça, c'est important. Pour assurer sa formation, Jennifer a longtemps attendu avant de rejoindre une entreprise, un obstacle de taille en Martinique. De nombreuses sociétés ont encore du mal à faire confiance aux jeunes. De nouveaux dispositifs pourraient faire évoluer la situation. Il faudrait la signature d'un projet sur lequel nous sommes en train de travailler qui va s'appeler le contrat d'objectifs et de performance. Autrement dit, l'élève sera apprécié sur ses compétences théoriques, mais il sera également apprécié sur ses compétences pratiques ou techniques et pourra solliciter un emploi de manière plus construite. En Martinique, actuellement 2000 contrats en alternance sont signés. À la clé, de vraies chances d'emploi. Ce type d'apprentissage séduit de plus en plus les jeunes. L'alternance, c'est une voie de réussite vers l'emploi, c'est une voie de succès, en sachant que 70%, c'est vraiment important, des alternants trouvent un emploi à terme. Dans un contexte où nous avons 25% de nos jeunes de moins de 25 ans qui sont sans emploi, donc l'alternance, c'est vraiment une démarche importante parce qu'elle allie théorie et pratique. L'objectif de cette masterclass de l'alternance est de dresser un état des lieux de la situation. La Martinique souffre de son insularité avec un tissu économique avant tout composé de petites structures. Il faut aider l'entreprise à accueillir les alternants. Dans des petites entreprises, les salariés de l'entreprise ne peuvent pas consacrer tout leur temps s'ils ne sont pas bien formés à l'alternant. Il faut donc associer l'entreprise au programme de formation et il faut aider l'entreprise financièrement et techniquement à accompagner l'alternant dans l'entreprise. Accompagner les entreprises et leur permettre d'ouvrir plus facilement leurs portes, le défi est lancé. Les pistes d'action sont maintenant identifiées pour les prochaines masterclass. Dans l'actualité sociale, la grève d'Air France, les vols de la compagnie aérienne ont été perturbés ce vendredi, notamment sur son réseau régional aux Antilles. Certains passagers se sont retrouvés sur le carreau. Vous voyez cela avec le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. La grève des agents de la compagnie Air France a pris une nouvelle tournure ce matin avec la mobilisation de la section UGTG. Nous, l'ULTA UGTG, plus précisément, comme décidé, on prend Jodelard, dans la mesure que nous dit tout simplement par rapport à l'embauche des jeunes qui ont fait depuis 2-3 années qu'elle a en face pour embaucher un jeune en Guadeloupe. Et c'est pour ça que Jodelard nous montre un mouvement, son début. Nous travaillons avec propre revendication en nous quittant nous. Nous prenons le temps qu'il faut et maintenant nous bien constaté que par rapport à ça, nous avons fait mener mouvement là pour mener. Vous savez depuis 2-3 années, la France n'a pas embauché les jeunes de Guadeloupéens plus précisément par rapport à tout ça nous avons ici. Et là, pour nous parler de chômage, de ceci, de cela, nous avons que c'est la moindre des choses, la première des choses, c'est d'embaucher mon ici et pour voir jusqu'à là nous avons mené. Pour ces passagers, le plus dur commence. Certains devaient s'envoler cet après-midi et d'autres demain. On devait rentrer en métropole demain et donc on a su par mail il y a 2 jours en fait que notre avion était annulé. Donc on n'avait pas de solution. Ici c'est pour les solutions d'hébergement et sauf qu'on n'en a pas et il n'y a personne ici. On est venu ce matin à 9h et il n'y avait personne. Je suis arrivé aujourd'hui et je peux pas. Pourtant il y a des vols demain et après-demain, mais ils m'ont prévu lundi. Ils veulent pas me faire partir demain parce que le vol est déjà plein. Donc ils veulent pas, au lieu d'avoir un mécontent, ils en auraient 2. S'ils en sortaient un pour me mettre moi, mais voilà. Tous les avions sont complets. Ils nous proposent de rester 2-3 jours de plus. Alors il faut avancer l'argent, il faut qu'on se trouve un hôtel. Il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes et ça c'est un scandale. Moi ce que j'ai décidé de faire, je vais rester dans l'aéroport. Je vais coucher par terre et je vais attendre les responsables, quitte à faire venir la police. On va régler le problème. C'est à Air France à régler le problème, à nous trouver un hôtel. La grève était prévue depuis au moins 3 semaines, donc on aurait pu nous prévenir avant le départ que le 23 pour le retour, on serait bloqué. Et dans ce cas-là, on aurait pu annuler notre voyage et ne pas nous laisser partir et puis nous laisser tomber, puisqu'on n'a reçu aucun email,
aucun SMS, rien du tout pour nous prévenir qu'effectivement le vol était annulé. Le personnel d'Air France dénonce également leurs mauvaises conditions de travail et des plans de départ successifs de salariés non remplacés. Les syndicats se disent prêts à poursuivre la mobilisation la semaine prochaine. Lancement ce week-end du SIDAction. L'opération vise à récolter des fonds pour aider à la recherche et pour aider notamment les malades du sida. Les Antilles sont particulièrement touchées. En Martinique, 1100 personnes sont atteintes de la maladie. Entre 200 et 500 personnes ignorent leur statut. Sachez que la Guyane reste la région la plus touchée. 230 cas ils sont officiellement découverts chaque année avec des conséquences dramatiques. Les explications du professeur Mathieu Naché, le président de la coordination de lutte contre le VIH. Il s'exprime au micro de Pierre Tréfaux. Il y a beaucoup de communication sur le VIH, il y a beaucoup de dépistage, il y a deux fois plus de dépistage qu'en métropole. Mais en fait, on observe quelque chose en Guyane comme en Europe, c'est que 30% des personnes qui sont dépistées sont dépistées déjà au stade SIDA. Donc on a l'impression qu'il y a un mur et qu'année après année, on reste à 30%, c'est-à-dire que 30% des personnes ne sont pas, on va dire, inquiètes par rapport au fait qu'elles puissent avoir pris des risques, etc. Et donc ça pose la question de comment faire pour toucher ces personnes qui sont peut-être moins inquiètes par rapport à la prévention, le dépistage. On peut se faire dépister dans les centres de santé. Il y a des associations qui vont faire du dépistage par TROD dans les communes. Il y a des autotests en pharmacie, il y a des CGID, il y a des centres de dépistage gratuits. La plupart des personnes dépistées, ça se passe au niveau par un test prescrit par le médecin, voilà. Mais il faut qu'en fait chaque personne, et les gens qui n'ont pas le temps, qui sont occupés, puissent trouver la façon d'être dépistés qui leur convient le mieux. C'est ça, pour casser ce mur des 30%. Restez avec nous à suivre dans votre journal Le Sport avec le portrait de jeunes prometteurs engagés dans le tournoi de l'Open de tennis Corsair. Nous ferons également le point sur l'actualité sportive du week-end, au programme notamment Martinique-Trinidad en football. Et puis votre JT des communes en avant-goût du Vendredi Saint avec les spécialistes des ACRA au marché de Fort-de-France. Sport donc avec, je vous le disais, l'Open de tennis du Country Club de Shellshare. Il touche bientôt à sa fin. L'occasion pour nous de s'intéresser aux jeunes prometteurs de la discipline portrait croisé signé José Le Chertier. À gauche, Magali Girard. Cette Parisienne de 30 ans fait partie des favorites. À droite, Johan Tatelot, 21 ans. Le Martiniquais mène sa carrière de joueur professionnel dans l'Hexagone. Johan a découvert le tennis à l'âge de 3 ans, un virus transmis par ses parents qu'il a su cultiver. Aujourd'hui, il se hisse à la 30e place au classement français et 450e au classement international ATP. C'est une fierté d'être encore en liste en demi-finale. Après non, je ne ressens pas de pression particulière. Je vais essayer de prendre du plaisir et de gagner ce match. Seul Martiniquais à défendre les couleurs de son île, il met un point d'honneur à vaincre ses adversaires au fil des matchs. C'est un tournoi français qui est très important pour nous et du fait qu'il soit en Martinique, chez moi, ça fait super plaisir de jouer ici. On est joueur au début et derrière, vous avez plein de choses autour du tennis. Ancienne tête de série, Magali est aujourd'hui responsable d'un club privé à Paris. Si elle joue moins qu'avant, son plaisir passe aussi par la transmission, comme cette matinée d'échange avec de jeunes lycéens. Leur donner envie de faire du sport, même si c'est pas le tennis, ça peut être autre chose. Leur montrer que à côté de l'école, il y a plein de choses qui peuvent se passer, qu'il y a plein de débouchés aussi dans le sport et que ça peut leur donner envie de pratiquer et de s'amuser. C'est cool, ça me permet un petit peu de m'améliorer. C'est bien de voir des personnes autres qu'en Martinique parce qu'au final, dans les tournois, on affronte à peu près les mêmes personnes. C'est la première fois que je fais ça avec un champion, de toute façon, peu importe la discipline. Donc c'est quand même intéressant. Hier soir, Johan s'est qualifié. Il disputera la finale samedi soir. Pour Magali, l'aventure s'est arrêtée au premier tour. Mais elle a su trouver son lot de consolation. Une visite touristique entre amis sur l'une de nos plus belles plages. Vive la Martinique!
Et on fait le point maintenant sur le reste de l'actualité sportive du week-end. Au menu, l'épilogue du Martinique Surf Pro à Basse-Pointe en cyclisme féminin, la 3e manche des Famous Girls. Et puis, il y a aussi du football, je vous le disais, Martinique-Trinidad, un match amical à l'affiche dimanche au stade de Dillon. L'agenda sport signé Karil Chassol. Direction la mer pour débuter, temps fort de ce week-end, l'épilogue de la 4e édition du Martinique Surf Pro. Une édition qui a vu la participation de femmes avec un très beau spectacle à Basse-Pointe. Les finales sont prévues demain. On reste sur l'eau, le plan d'eau de Trinité servira de cadre dimanche à la 5e journée du championnat de Bébéol. Le Grand Prix des Anses trinitéennes se déroulera à partir de 10h. En cyclisme, si les seniors seront au repos en attendant le trophée de la Caraïbe qui débute jeudi prochain, les féminines, elles, disputeront la 3e manche des Famous Girls. Rendez-vous dimanche 14h au Robert. En VTT, nos jeunes seront au Saint-Esprit demain à l'occasion des virages de l'UCS, début de la compétition à partir de 14h. En tennis, la finale féminine de l'Open Corsair a lieu en ce moment même au Country Club de Shellshare. Chez les hommes, elle aura lieu demain à partir de 18h, toujours au Country Club de Shellshare. Sport collectif, en football, la sélection de la Martinique sera opposée à celle de Trinidad dimanche à l'occasion de matchs amicaux. Le coup d'envoi est prévu à 18h au stade Pierre-Aliquer. En basket féminin, la 18e journée du championnat de N3 débute ce soir 20h par le match Golden Star gauloise au hall Péliard-Donatien. Suite de cette journée demain 18h avec le choc Éclair Golden Lion au Palais des Sports de Rivière-Salée. Chez les hommes, seules 2 rencontres de cette dernière journée de N3 se dérouleront demain 20h. En handball, ce week-end sera marqué par la reprogrammation de matchs en retard. Une rencontre masculine de la 14e journée du championnat de pré-national aura lieu demain 18h30 entre l'Espoir de Floréal et le Réveil sportif. Ce sera au gymnase de Corridon. En volleyball féminin, la 19e journée du championnat d'excellence débute ce soir 20h par le match Éclair-Éveil à Rivière-Salée. Elle se poursuivra demain 19h par le choc Espoir-Rayon et se clôturera dimanche 9h. Chez les hommes, un match de la 20e journée se déroulera demain 21h et un autre dimanche à partir de 10h. Sport en bref, pour conclure, il y aura de l'aviron au féminin dimanche au Robert, de la gym avec les 3e rencontres de la petite enfance dimanche à Louis-Achille, du judo toujours dimanche au hall Péliard-Donatien et de l'athlétisme avec les 10 km de la SPTT dimanche à Fort-de-France. Voilà pour le sport. Ouvrons maintenant une page dédiée au métier de l'artisanat. Depuis lundi, des personnalités martiniquaises s'essayent à différents métiers dans le cadre de la semaine de l'artisanat. Ce vendredi, la femme politique Aurélie Nella a endossé le costume de carreleur. On voit cela avec Marie Tricot et Michel François. Vous laissez un joint. Donc il faut un petit peu. Voilà. Au programme du chantier ce matin, carreler cette future salle de bain. Du carrelage simple en bas et il y a une carrelage qui est voilée. On va le mettre au milieu et finir avec un carrelage simple. Voilà. Une première expérience du genre pour Aurélie Nella. La jeune femme a délaissé ses dossiers au profit d'une truelle. Et puis là, j'ai bien compris qu'il y a une partie enviroc. Donc le plan est différent, donc il a fallu installer une bande d'étanchéité, voilà. Mesurer, marquer, préparer la colle qui servira de support au carrelage. Je vois qu'elle connaît déjà un petit peu, elle n'a pas peur de mettre la main à la pâte, donc c'est bien. La carreleuse d'un jour s'applique. Elle n'a que quelques heures pour appréhender les difficultés d'un métier physiquement exigeant. Si la casquette d'artisan est nouvelle, celle d'élu de la collectivité n'est jamais loin. En tant qu'élu, c'est aussi important d'être à la fois dans les dossiers, mais aussi sur le terrain, écouter les professionnels. Il y avait les ateliers du BTP, j'y suis allée pour connaître un petit peu et puis entendre la profession. Et puis en tant qu'élu, c'est de ça qu'on doit se nourrir. Donc moi, je suis novice, je découvre, mais je veux tout découvrir, donc, y compris la partie pratique. Cet artisan carreleur a accepté de se prêter au jeu du mentor pour parler d'une profession en manque de jeunesse. Le secteur du BTP est en crise depuis plusieurs années en Martinique. La leçon du jour est une aubaine. On nous entend en tant qu'artisan quand on vient faire des demandes, qu'ils soient à l'écoute de notre métier et de la difficulté qu'on rencontre surtout. Pour cette seconde édition, 4 personnalités se sont essayées à 4 métiers différents dans les secteurs de l'alimentation, de la fabrication, du service et du BTP.
Ce sont des entreprises qui sont implantées sur le territoire, des entreprises qui forment et qui insèrent notre jeunesse, je pense à l'apprentissage, et aussi qui sont source d'emploi pour de nombreux jeunes de la Martinique. Donc aujourd'hui, dans une problématique économique tendue, un vieillissement de la population, beaucoup de jeunes qui s'en vont, il est entreprise qu'on fasse passer le message, l'artisanat est une solution pour ancrer notre jeunesse sur le territoire de la Martinique. La Martinique compte aujourd'hui plus de 200 métiers de l'artisanat. Et l'artisanat, décidément, à l'honneur cette semaine en Martinique. Ce week-end, le Salon des artisans d'art donnera rendez-vous donc à l'hôtel Batelière. Et c'est Vincent McDaume qui en est le parrain. Il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pourquoi vous avez accepté cette tâche ? Simplement parce que je crois énormément de ces métiers d'artisans, en fait, qui est pratiquement en voie de disparition. Et de donner une plateforme, la gamme, de donner une plateforme à ces jeunes artisans, moi, je trouvais ça me touche, ça me parle et ça me passionne, en fait. Et je pense d'aller chercher ces personnes qui peuvent donner une nouvelle souffle, tu vois, à tout simplement un métier qui est en train de voir des disparitions. Je ne pouvais pas dit non à une invitation de Henri Salomon et la présidente de GAM qui est Michaela Merlin. Alors, la Martinique, la Caraïbe, est-ce que ce sont des endroits où justement les artisans sont mis en valeur ? Justement, ça, c'est le problème que nous avons, malheureusement. Ça, c'est quelque chose qui est quand même culturel, parce que quand tu es un enfant et tu dis à tes parents que tu as envie d'être un artiste, la première chose qu'on vous dit, c'est finalement, ce n'est pas un métier, cherchez-vous un vrai métier. Or, quand on a besoin d'un maquilleur, quand on a besoin d'un coiffeur, quand on a besoin d'un styliste, on va faire appel à vous. Et malheureusement, ces personnes-là sont pas payées ou pas respectées à leur juste valeur. Je pense des plateformes comme Matisana peuvent aider et donner une lumière à ces métier qui est en train de disparaître. Alors vous avez eu une carrière au niveau international dans le domaine de l'art et notamment du stylisme, vous avez travaillé pour de grandes maisons. Est-ce que vous pensez que c'est un parcours qui pourrait être celui de n'importe quel passionné d'art aux Antilles? Bien sûr, je pense que la mode ou l'art antillaise existe. Malheureusement, nous avons un problème, c'est nous avons besoin plus de formation en fait. Et c'est ça qui est magnifique avec avec le GAM en fait. Le GAM propose, tu vois, ces formations à ces artisans qui ont besoin de tout simplement de connaître l'acheminement de la production de leur art et jusqu'à la commercialisation. Et malheureusement, nous avons un problème entre la commercialisation et l'art lui-même. Et c'est ça, ce salon prépare. Et non seulement ça, ce salon propose aussi des ateliers à le public pour comprendre mieux ces différents métiers, les métiers des verrières, les métiers des poteries, c'est ça? Poterie, oui. Les personnes qui font la poterie et plusieurs autres, des bijoutiers, toutes ces personnes-là. Cette manifestation offre ça et moi je suis content pour ça. Alors Sainte-Lucie est à l'honneur lors de ce salon. Vous êtes d'origine sainte-lucienne. Est-ce que vous retournez régulièrement sur votre île? Je retourne le plus souvent possible et je retourne pour des projets d'art aussi. Et la dernière fois que j'étais à Sainte-Lucie, c'était pour une grande défilé de mode qui est pour regrouper tous les créateurs, toutes les personnes qui font les bijoux, les gens qui font la photographie pour faire un grand défilé qui s'appelle Haute Couture. Pour moi, c'est très important. Et mon rêve, c'était tout simplement de faire exactement ce que les chambres de métier sont en train de faire ici à la Martinique, à Sainte-Lucie. De donner une possibilité à les Sainte-Luciens de venir ici et de voir comment c'est fait professionnellement, c'est fantastique parce que Sainte-Lucie n'est pas encore à ce niveau-là. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi, de donner cette lumière et d'aider des Sainte-Luciens à réaliser que leur métier, on peut le respecter, ils peuvent gagner vraiment avec un métier comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à découvrir au niveau de l'art sainte-lucien? Qu'est-ce qu'il y a à découvrir au niveau de l'art à Sainte-Lucie? Moi, je connais des jeunes artistes qui sont en train de recycler les bouteilles. Une demoiselle qui n'est pas là cette année, qui s'appelle Sharon Williams. Je connais une autre personne qui fabrique des tissus, en fait, et des tissus magnifiques. Elle fait le tie-dye, elle fait les dessins sur le tissu, qui s'appelle Lynn Bristol. Il y a ça. Il y a un jeune homme qui fait des sculptures que vous allez voir samedi et dimanche, qui s'appelle Linus.
de Sainte-Lucie, il y a une autre personne qui s'appelle Membet. Il y a plusieurs choses. Mais de créer cette plateforme, mais aussi ce lien entre les deux pays, moi je pense que c'est très important parce que ces pays sont tellement proches dans leur culture et de la façon que les gens sont. En fait. Merci beaucoup Vincent McDaume d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le parrain de cette opération, donc le salon des artisans d'art qui se déroule ce week-end à l'hôtel Batelière. Avec un défilé, il ne faut pas oublier, demain à 19h et un autre défilé dimanche à 16h. Très bien, merci à vous. Et on poursuit ce journal, je vous le disais en titre, avec ce clin d'œil aux élèves du collège d'Illon 2. Ils souhaitent organiser un concert caritatif pour aider un de leurs camarades atteint de myopathie, un projet lancé par l'établissement pour changer les regards sur les handicaps. Le reportage de Loïc Régis. C'était bien, c'était magnifique et j'étais bien chanté. La musique était de bonne qualité, on s'est bien amusé, on a chanté, on a participé avec les enfants en situation de handicap. Ils ont chanté avec nous et voilà. On les a accueillis, on a chanté, c'était bien. Alléluia, Alléluia. Ce projet donc a un objectif, un bel objectif, c'est de récolter des fonds pour un jeune élève de notre collège qui a besoin d'un fauteuil roulant, un fauteuil handisport pour lui permettre de pratiquer des activités sportives avec ses camarades. Sachant que pendant que ses camarades font du sport, lui, il reste seul, il reste en permanence donc avec des surveillants, alors qu'il aimerait tellement pratiquer le sport avec ses camarades. Voilà pour cette belle initiative. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et à une semaine du Vendredi Saint, intéressons-nous ce soir à la fabrication des acras aux légumes, à la morue, au titiri. À chacun sa recette. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus au marché de Fort-de-France à la rencontre des spécialistes de cet apéritif traditionnellement consommé pendant le Vendredi Saint. Le reportage donc d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. Chaque année qu'on nous ça vient l'habitude les Martiniquais à attendre rendez-vous là puisque grand marché Fort-de-France a montré moun qui manière yo ka faire accra et puis c'est l'occasion pour tout Martiniquais venir goûter accra, manger accra. Alors aujourd'hui à nous trouver en accra que moun pas ka dire ouais accra titiri milim mi titiri Pas prend accra pour marinade. L'accra selon certaines sources, c'est cette pâte de beignet toujours épicée dans laquelle on ajoute des ingrédients. Toutes ces épices qu'on met dans l'accra, même nous, ce que nous mettons pour que personne. On est un petit bail qu'on met dedans. Oui, en plus ça. Là, du poivre, graines moisaines, persil, oignon pays, piment végétarien, du gros piment. L'accra de morue, par exemple, est très connu de par le monde. On le trouve à toutes les tables. Ça c'est titiri, ça c'est accra titiri là. Accra titiri là bon là bas là papa. À la minute moi 50 ça bon. On va mettre en ligne là même. Ça c'est bagaille qui rare pour trouver ah qu'on fait. Quand on regarde c'est chaque fois là il vient tomber mais ça enlevé et ça tous les années. Alors sur l'autre après c'est point parce que l'obani c'est nous bani. Le Vendredi Saint en Martinique, c'est la fête des accras. Une tradition ancestrale, chacun peut y mettre sa touche personnelle, mais c'est surtout au niveau des ingrédients de base que cela varie.
Serge, moi, on y a fait petit brette là. Moi, comme moi, tu y es, il faut que je regarde ça dans ces petits brettes là. Là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est chadon même qu'il a. Hein? Vrai chadon qu'il a. Donc, ça veut dire qu'à crash chadon, ça c'est de l'X en produit de l'X. Mais c'est machin nous là, comment dire ça? Haut de gamme. Haut de gamme qu'il a, oui. Actuellement, on a fourni ça là, vous avez combien de venir actuellement? Confectionner des accras, un savoir-faire souvent transmis de génération en génération. Dès là, nous avons fait mon café au manger accra. Et puis c'est goût l'amouille, on va pas trouver. C'est ça mon cadeau, mon frère. C'est ça mon cadeau. Je vais goûter l'amouille pour que dis moi, pour que goûter tout le bagage, pour que dis nous comme ça, comment ça. Alors si je apprends un secret aujourd'hui, c'est que dans les affaires accra, tout le bagage là, c'est des épices. Et puis il faut donner un bon coup de main. Regardez ça, coup de main, voilà. Voilà, ça c'est le mouvement qu'il a. Et puis là, eh ben, je dois tout simplement à la dégustation. Titiria. Il va aller ton... Voilà pour ce reportage. Restez avec nous à suivre la suite de votre tranche info avec votre rendez-vous entier PIA présenté par Régine Germani. À tout à l'heure.